Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mardi 13 juillet 2021. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que demain est un jour férié en France avec la fête nationale. Je serai donc absent jusqu'à la fin de la semaine. Reprise du briefing des marchés à partir de la semaine prochaine dès lundi. Bien entendu, les marchés financiers resteront ouverts toute la semaine. Alors, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés où l'inflation américaine et les résultats des entreprises, notamment les bancaires, sont attendus cet après-midi. Mais avant ça, Wall Street a quand même établi de nouveaux records lundi, portés entre autres par Tesla et les valeurs du secteur bancaire avant les premières publications de résultats trimestriels qui font un peu oublier justement les incertitudes sur la sortie de pandémie de coronavirus et aussi l'inflation. Donc après deux séances records, aujourd'hui et les prochains jours seront animés entre autres par la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation et des ventes au détail, ainsi que par les auditions au Congrès de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, et bien entendu les résultats trimestriels des plus grandes banques américaines, comme on a pu le voir hier avec Goldman Sachs, Citi, Bank of America et j'en passe. Ce matin, en Europe, légère baisse en début de séance. Disons que les investisseurs privilégient tout simplement la prudence à quelques heures du début des publications de résultats et des chiffres aussi de l'inflation aux États-Unis à 14h30. Néanmoins, le Stock 600, lui, a inscrit un record dans les tout premiers échanges, alors que le DAX évolue juste en dessous du plus haut historique atteint lundi. On travaille donc ce fameux haut de canal mensuel, donc on fera le point juste après dans la partie graphique, mais globalement, la prudence devrait peser sur la tendance jusqu'à la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation et aussi des résultats trimestriels, comme je vous le disais, de JP Morgan et de Goldman Sachs. Enfin, en Europe, les chiffres définitifs, eux, des prix en Allemagne et en France ont tout simplement confirmé les premières estimations. Donc, pas de grande surprise sur les chiffres des prix en Europe, en tout cas pour la France et l'Allemagne. Côté macro maintenant, eh bien, il n'y aura pas de partie macro dans ce briefing des marchés. J'avais plutôt envie d'aborder l'aspect pédagogique des marchés financiers. Et ici, nous avons tout simplement les différents chandeliers japonais que vous devez maîtriser quand vous tradez ou investissez sur les marchés. Donc, nous avons à gauche les chandeliers de retournement haussier ou de continuation de tendance et à droite les chandeliers plutôt baissiers et pareil de poursuite de tendance baissière. Donc pour ma part, c'est un condensé, on va dire, j'estime, des chandeliers japonais. Il en existe bien d'autres, mais globalement, nous avons quand même les plus importants, les plus connus et ceux que vous devez absolument maîtriser. En termes de chandelier de retournement, nous avons donc ici un peu l'étoile filante aussi, mais le marteau inversé, surtout pour les tendances haussières, les marobutsu, mais plutôt dans des continuations de tendance. Et après, vraiment, les beaux chandeliers de retournement, eh bien, l'avalement haussier, le bébé abandonné. On a aussi la variante avec l'étoile du soir, l'étoile du matin, pardon. Et il en manque un, le piercing pattern, je ne le vois pas, c'est dommage. Ça ressemble à un avalement haussier, seulement qu'on clôture, on n'avale pas complètement le corps. Le harami, et puis ensuite derrière, vous avez plutôt des figures de continuation de tendance avec les trois soldats blancs
ou le kicker bullish. Et inversement, pour les figures baissières, on les retrouve exactement à l'opposé de l'avalement haussier. Vous avez ici l'avalement baissier, le pendu. À l'inverse de l'étoile du matin, nous avons donc l'étoile du soir, l'étoile doji, plutôt à l'inverse du bébé abandonné. L'inverse de l'étoile du matin, ce sera donc l'étoile du soir. Les trois soldats blancs, ici, nous avons les trois corbeaux noirs, ainsi de suite. Et donc là, le dark cloud cover, l'inverse du piercing pattern, mais qui n'est pas sur ce schéma. En tout cas, voici quelques chandeliers plutôt intéressants et surtout pertinents dans votre trading que vous devez absolument connaître et maîtriser et surtout savoir les utiliser au bon moment, à savoir sur des zones techniques. J'en parle assez souvent dans mes briefings des marchés. Tracez vos zones mensuelles, hebdomadaires et daily et intervenez sur ces fameuses zones dès que vous voyez un signal technique de retournement ou de continuation de tendance. Donc, il ne faut pas non plus trader n'importe où, n'importe quand. Il faut savoir lire un graphique et interpréter les chandeliers japonais sur ces niveaux clés. Ici, on passe maintenant aux figures chartistes avec dans l'ensemble les principales figures, que ce soit le double top, l'épaule tête-épaule, le biseau ascendant, le double bottom, les biseaux, les rectangles, les triangles, avec, encore une fois, quelques règles de money management et surtout de prise de bénéfices. On pourrait un peu compléter ces figures. Pour rappel, celles et ceux qui découvrent ce briefing des marchés, eh bien, j'ai effectué plusieurs vidéos pédagogiques sur les figures chartistes et les chandeliers japonais, où j'aborde vraiment dans son ensemble toutes les figures et tous les chandeliers. Je vous invite donc aussi à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait pour avoir un maximum de connaissances en analyse technique. Donc là, pareil, sur le double top, et puis on peut aussi placer son stop au-dessus, par exemple, du deuxième sommet pour éviter justement au cas où on aurait une fausse cassure, et bien d'avoir un triple top. Donc pareil, plusieurs méthodes pour le placement du stop, que ce soit sur le milieu de la figure, soit au-dessus. Les épaules tête-épaule, la même chose. On peut avoir des épaules tête-épaule complexes avec une deuxième épaule, enfin une deuxième, du coup ce serait une troisième épaule ici, d'où l'intérêt aussi de placer son stop juste au-dessus. Donc des éléments plutôt bons dans l'ensemble, je trouve, un condensé de figures chartistes, mais derrière, si vous souhaitez approfondir, je vous invite donc à aller visionner l'ensemble des vidéos dans la partie Daily FX Université sur YouTube. Bon, en tout cas, ici, ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier et de découvrir un peu toutes les figures de retournement de tendance, continuation de tendance et pareil aussi ici, poursuite de tendance. Enfin, pour terminer, quelques règles maintenant autour du money management et de la psychologie. Ici, c'est 15 raisons de perdre en bourse selon un collègue à moi qui s'appelle Trend France. Je vous invite aussi à le suivre sur Twitter. Il est spécialisé surtout dans le trend following. J'espère pouvoir l'inviter un jour pour faire un podcast avec nous sur DailyFX pour qu'il nous explique un peu les concepts du trend following, à savoir le suivi de tendance. Il est surtout orienté sur les actions notamment, mais il reste quand même un maître dans son domaine, je trouve. Il a beaucoup apporté à la communauté sur les concepts et comment il a surtout démocratisé plusieurs aspects du trend following et il a même développé sur ProRealTime plusieurs indicateurs justement pour essayer de se positionner sur les marchés dans une belle tendance et sur des beaux titres haussiers et de qualité. Donc ici, voici ces 15 règles selon lui, pourquoi en tout cas pas mal de traders perdent en bourse.
comme je vous le disais, il est surtout orienté sur les actions quand il parle de trader des titres illiquides, mais je retiendrai surtout voilà, les 4-5 premières règles qui clairement pénalisent souvent les traders débutants, les néophytes, qui ne souhaitent pas utiliser de stop loss. Ça, c'est vraiment une règle à appliquer de manière très stricte. De trop grosses positions aussi. L'effet de levier, c'est bien, mais encore une fois, avec modération. Je pense surtout aux comptes qui se sont fait liquider sur les crypto-monnaies, sur certains brokers. Donc oui, l'effet de levier, tout à fait, je ne suis pas contre, mais encore une fois, tout dépend de l'actif et de la volatilité de cet actif, car ça peut engendrer de très grosses pertes. Trader trop souvent aussi, il faut parfois savoir rester à l'écart, je le dis souvent, ne pas trader, c'est aussi trader, et être à contre-tendance. The trend is your friend, donc la tendance est votre ami. Forcément, il est plus facile de faire des gains lorsqu'on est dans le flux plutôt qu'à contre-tendance. Et enfin, pour terminer, je ne vais pas toutes les citer, mais les émotions. Ça, très clairement, c'est un gros aspect dans le trading. On a beau avoir un setup qui fonctionne à merveille, si derrière on se laisse submerger par nos émotions, qu'on est incapable de rester stoïque parfois face à des grosses phases de volatilité des marchés où ça part un peu dans tous les sens, ou même si on ne respecte pas ces plans de trading qu'on avait élaborés en amont, car nos émotions viennent prendre le dessus, forcément, à la fin de l'année, j'ai envie de dire, ça va impacter vos gains. Et vous avez beau suivre le setup de quelqu'un, j'estime qu'en bourse, à la fin de l'année, la performance se fait essentiellement en trading sur la gestion de la psychologie et des émotions. Et c'est ce qui va expliquer que certains vont faire plus 80, plus 90% et d'autres seulement plus 10, plus 15%. C'est avant tout la gestion des émotions en bourse qui, selon moi, est quand même un gros pilier sur lequel il faut travailler. Direction la partie graphique maintenant, avec notre indice national, le CAC 40. Où en sommes-nous? Plutôt encourageant, j'ai envie de dire, plutôt propre même. Bien entendu, la prudence est de mise dans l'attente de l'inflation et quand même des résultats des bancaires, mais si ces deux catalyseurs de la journée ne déçoivent pas les marchés et que les bancaires nous sortent des résultats plutôt excellents et qu'au final l'inflation n'inquiète pas les investisseurs, je pense que le marché devrait poursuivre sa dynamique haussière et confirmer cette sortie de drapeau canal baissier qu'on a eu hier. Donc déjà qu'on avait un setup intéressant en fin de semaine dernière. Dommage que la Kijun se soit orientée à la baisse, mais néanmoins j'aime beaucoup la bougie flux directionnelle et impulsive qu'on a eue avec une moyenne mobile 50 en soutien, une cassure de Kijun quand même. Chikou qui derrière était justement libéré de tout obstacle, on sortait au-dessus des prix. Donc quand même dans son ensemble, un setup partiellement complet car la Kijun s'orientait à la baisse, mais quand même intéressant via les éléments qu'on a eus et aussi cette sortie de canal, voire de drapeau. Ainsi, pour moi, c'est haussier et donc si pas de surprise en début d'après-midi, je vise une nouvelle jambe de hausse, en fait un redémarrage haussier, donc là on est déjà quasiment sur les 6600 points, mais le prochain niveau qui va m'intéresser c'est 6007 et retour en fait sur la borne haute de notre canal, très clairement. Là, avec l'approche derrière des résultats, en France ça devrait arriver dès la semaine prochaine, mais si les bancaires donnent le là, j'ai envie de dire, eh bien ça devrait forcément profiter au CAC 40 et on peut très bien voir une accélération haussière durant la période estivale. C'est pas énorme, c'est seulement 4%, 3,5%.
pour aller chercher au moins 6007 et 6008 en TP final. En données 4 heures, bon, ça reste quand même haussier. Alors oui, on est un peu pénalisé par le nuage et la moyenne mobile 50. Bon, néanmoins, je trouve que ce n'est pas vendeur pour autant, très clairement. Donc, certains attendront un pullback, d'autres ont peut-être déjà joué la cassure Tenkan Kijun avec un stop un peu plus bas et attendent de voir la réaction du marché. Mais là, dans l'état actuel des choses, je suis plutôt haussier sur le CAC 40. J'ai trop d'éléments techniques qui plaident pour une poursuite de la hausse, sauf en cas de grosse surprise cet après-midi. Mais sinon, pour moi, les acheteurs gardent toujours la main. La dynamique de moyen-long terme est haussière. On s'est fait une petite frayeur, une petite correction, et finalement, on va repartir à la hausse. Et ici, on est en train d'effectuer le pullback. Donc, tant qu'on ne repasse pas sous les 6500, voire la moyenne mobile 50, j'estime qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le CAC 40. Donc, maintenant, advienne que pourra, j'ai envie de dire, mais plutôt un biais haussier toujours sur le CAC 40. Concernant le DAX, le DAX, on se trouve un peu à la croisée des chemins. Alors, on a une sortie de range par le haut, mais le seul élément technique qui me dérange, comme vous le savez, c'est la borne haute, juste ici, du canal haussier hebdomadaire, qui est juste là. Si on cherche à être très précis sur les différents niveaux, hop. Donc, on est quand même sur un gros niveau. Toujours cette fameuse oblique que le marché travaille maintenant depuis pas mal de semaines. Mais c'est juste, ça reste juste une oblique haussière. On peut très bien faire de l'excès. Ça aussi, c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Donc, pour ma part, autant sur le CAC, c'est plus propre. Ici, j'ai le sentiment qu'on est quand même sur un gros niveau, qu'on est quand même capé par cette oblique. Mais derrière, ça reste toujours très haussier de toute façon sur le DAX. Voilà, on a notre fameuse oblique hebdomadaire. Pour moi, c'est le niveau des 15 800 qu'il faut break à la hausse. Alors, justement, on a eu cette sortie de range. On a quand même eu cette sortie de range hier avec une belle bougie. Donc, maintenant, j'attends de voir si c'est confirmé ou pas aujourd'hui. Il ne faut pas se précipiter non plus. On est quand même sur un gros niveau. On peut très bien faire de l'excès et derrière, finalement, réajuster ce range en prenant les mèches. Là, j'ai juste pris les clôtures de bougies. Donc, effectivement, si je prends les closes de bougies et l'excès sur mèche, on a cassé, on est en tout cas sorti par l'autre de ce range, mais on reste capé par le haut de canal. Et si je prends les mèches, on est encore dedans. Donc, pas de précipitation sur le DAX. Pareil, on peut très bien, en cas de mauvaise news, repartir en direction du sud et effectuer une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Pour ma part, je me montrerai encore patient. J'attendrai au moins une bougie 4 heures qui viendrait break les 15 800. Voilà, on a un niveau clé. Si on casse les 15 800 ici à la hausse, au plus haut les petites mèches, eh bien, j'estimerais qu'on a une reprise de la dynamique haussière et on ira chercher 16 000. Mon prochain objectif, c'est 16 000, puis 16 200 sur le DAX. Là, ça fait une hausse de 1,5 et quasiment 2,5%, donc ce n'est pas non plus inenvisageable, très clairement. Si on regarde les futurs, on avait quand même cartographié le DAX essentiellement sur les futurs. DAX. Ouais. Là, on est quand même sorti par le haut de ce fameux range. Pareil, si on le réajuste ici sur excès. Bon,
Ça reste très haussier quand même. En tout cas, je ne m'amuserai pas à vendre tout de suite le DAX. On a quand même eu la cassure de différents niveaux. Là, j'ai même l'impression qu'on est repassé au-dessus de l'oblique. On est pile poil dessus. On est pile poil dessus aussi sur les futurs. Voilà, donc là, sur les futurs, c'est les 15 790, 15 800. Voilà pourquoi j'estime qu'il ne faut pas encore se précipiter, mais qu'on pourrait vraiment avoir un signal haussier dans les heures qui viennent. On travaille juste un gros niveau et néanmoins, si par contre on a une grosse bougie flux baissière qui réintègre les précédents plus hauts ici et qui repasse sous l'oblique, eh bien, j'estimerais que le DAX est maintenu en échec une nouvelle fois sur cet oblique et que une forte probabilité de trading range pourrait à nouveau se mettre en place sur le DAX pour aller chercher encore une fois les différents TP qu'on a eu via le précédent rectangle. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est la même chose, pareil. Néanmoins, c'est déjà encourageant, j'ai envie de dire, pour la suite, étant donné que la cassure du range par le haut a été confirmée hier, finalement. Donc pareil, hein, sentiment qu'on a une fin de consolidation, comme sur le DAX, comme sur le CAC, il y a la sortie du drapeau, canal baissier, le DAX sortie de range, Dow Jones sortie de range, donc soit effectivement on a vraiment un signal de reprise haussière de moyen long terme, soit on a un méga bull trap sur l'ensemble des indices boursiers. Voilà en gros comment je vois les choses, mais dans le contexte actuel, ce serait en cas de mauvaise surprise, donc peut-être l'inflation cet après-midi, mais sinon je reste en fait haussier sur l'ensemble des indices via tous les éléments techniques qui plaident en tout cas pour une poursuite de la dynamique haussière. Pareil, j'attendrai quand même 14h30 pour voir les statistiques autour de l'inflation américaine, mais sinon ça reste haussier hein, sur le Dow Jones. On est vraiment porté par une belle dynamique. Après 2 mois de consolidation dans un range, eh bien, on en sort par le haut, reprise de la dynamique haussière pour aller chercher 35 500 et pourquoi pas 36 000. Hein. Si vraiment on reporte un peu l'objectif théorique de ce range, ça peut nous donner voilà, quasiment, ouais, c'est ça, 36 000 points. 36 000 points, soit une hausse de 3,5%, un peu comme sur le CAC. Bon. On a des marchés qui restent quand même très solides, même si les bonnes nouvelles sont déjà pricées, que ce soit la reprise économique, on a toujours quand même le soutien inconditionnel des banquiers centraux, les résultats des entreprises qui sont quand même attendus en forte hausse au Q2. Difficile d'être baissier avec tant d'éléments macro et micro qui sont ouverts en fait, tout simplement. Pareil, si on regarde le Dow Jones sur les futurs, bon, voilà, c'était la petite chose qui m'embêtait hier comparé au cash, c'était sur les futurs. Et finalement, sur le cash, on avait bien eu une clôture à l'extérieur du range, mais pas sur les futurs. Et là, hier, c'est confirmé aussi. C'est donc confirmé. Ne pas se mettre à contre-courant. Comme je vous le disais en introduction dans la partie un peu pédagogique, là on a un flux haussier, une sortie de range, sauf grosse déception cet après-midi, mais ça reste haussier et pour moi, si c'est confirmé en tout cas, eh bien, un stop loss sous ces niveaux, certains mettront au milieu du range pour s'assurer au cas où qu'on fasse un excès sur mèche, mais je suis haussier en fait. C'est haussier sur toutes les unités de temps. En 4 heures, pareil, on a une sortie. En 4 heures, on avait un range ici.
rotation partielle, finalement rotation partielle sortie par le haut du range avec une bougie flou en données 4 heures. J'attends en tout cas cet après-midi, mais c'est haussier pour moi. C'est haussier avec un stop loss, pourquoi pas placé sous le précédent creux, sous la monobile 50. Et on essaye d'aller chercher 35 200, 35 400 et pourquoi pas en TP final, en swing, 36 000 points. Voilà en tout cas le plan que j'ai sur le Dow Jones. Le Forex maintenant. L'euro continue de souffrir très clairement. On est dans un range en données 4 heures. Ici, on a eu un bel avalement en données 4 heures sur la résistance des 1,1875. Mais c'est pas convaincant en fait. Le rebond qu'on a eu ici pour l'instant, il laisse à désirer, je trouve. Moi, le plan n'a pas changé sur l'euro-dollar. J'attends toujours ma zone en espérant que le marché réussisse à rallier ce fameux niveau des 1,18, 1,1710, 1,1740, le fameux bas de range hebdomadaire, hein, pour rappel. Juste ici, la fameuse grosse zone de prix qu'on a aux alentours des 1,1750. Et tant qu'on reste sous les 1,1875, j'estime que les vendeurs gardent la main et qu'on est tout simplement dans un rebond technique au sein d'une tendance baissière. Voilà. Voilà ce que je vois actuellement sur l'euro-dollar et qu'en données 4 heures, on est dans un range technique. Et que là, suite à l'avalement, je verrai bien une nouvelle rotation vers la borne basse. En tout cas, c'est le scénario que j'ai. Et derrière, accélération baissière si on casse pour se positionner à l'achat près de cette zone avec un stop loss sous les 1,1710. Voilà, c'est ça, c'est mon plan à moyen long terme. Et en revanche, si invalidation et que le marché me donne tort et qu'au final on fait tout simplement une épaule, tête et épaule inversée et qu'on casse l'1,1875, dans ce cas-là, invalidation du plan du moyen long terme, figure chartiste de retournement en données 4 heures qui pourrait se valider et donc achat au-dessus d'un 18,75 pour viser un 19,50 puis la moyenne mobile 200 qui devra arriver derrière en soutien. Voilà un peu le plan pour les prochains jours en mon absence sur l'euro-dollar. L'AUD-USD, pareil, ça reste baissier pour moi, comme toujours. On a quand même validé une grosse épaule, tête-épaule aussi en données daily. On est toujours dans une dynamique baissière. On a certes des rebonds techniques au sein de cette dynamique, mais ce n'est pas convaincant. En tout cas, petit hic, c'est éventuellement ce chandelier haussier qu'on a eu ici et qui a réussi à réintégrer la résistance. Mais sinon, en données 4 heures, ça reste quand même plutôt baissier. On reste coiffé par la Tenkan. En données hebdomadaires, on est quand même toujours sous cette fameuse moyenne mobile 50. Et là, ce qui bloque, c'est le nuage. En fait, c'est la percée du nuage. Mais si on arrive à percer ce nuage, on devrait aller chercher l'objectif de l'épaule tête-épaule. Donc là, on travaille à la fois ce support, cette grosse zone de support qu'on a juste ici. Hop, si j'en avais Ishimoku, ici on a toujours une belle zone de support et le nuage qu'on n'arrive pas à percer. Voilà pourquoi ça bute un peu encore, on est sur un gros niveau, mais si on affine, en données 4 heures, ça reste baissier. On a validé le TE comme toujours. Et donc là, ce que je vais surveiller, pareil, en fait, ce serait une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. On est repassé au-dessus. Donc, est-ce que l'avalement d'hier va confirmer le creux de marché et derrière, finalement, entamer une reprise haussière pour essayer d'aller chercher la nouvelle zone ici, enfin la ligne de coup de l'ETE, ou au contraire, rebond technique au sein d'une tendance baissière suite à une sortie de range. Et là, on est pile poil
sur le niveau de résistance. Et donc derrière, si à 14h30, avec les chiffres de l'inflation, on a une accélération baissière et qu'on casse à la baisse ce niveau, eh bien j'estimerais qu'on a un signal technique baissier sur un niveau clé pour se repositionner dans le sens de la baisse et essayer de percer une bonne fois pour toutes ce nuage pour aller chercher en TP1 0,7365 et en TP2 l'objectif final de l'épaule tête épaule à 0,7175. L'euro-CAD dans un range, pas grand chose à faire, si ce n'est que on était quand même dans une belle dynamique baissière, un nuage qui vient de twister et qui pourrait potentiellement se mettre à plat, donc phase de stabilisation à prévoir sur l'euro-CAD et donc potentiellement un range. Donc là actuellement on est sur le milieu de range. Il n'y a donc absolument rien à faire sur l'euro-CAD. Soit, encore une fois, vous attendez la borne haute pour vous positionner, soit la borne basse, ou bien la cassure d'une des deux bornes pour ensuite avoir un flux directionnel. Et si on affine un peu en données 4 heures, bon, pareil, potentiellement dans un range aussi, qu'on effectue des rotations complète. On peut aussi essayer de chercher des cassures Tenkan-Kijun sur des unités de temps plus courtes, donc le nuage ne twiste pas. Effectivement, là, il s'oriente à la hausse, donc pareil, hein, ma foi, si on arrive à casser ce niveau avec une accélération, pour les traders plus expérimentés, je ne recommande pas non plus de trader le milieu de range, où c'est souvent quand même la machine à laver, la lessiveuse. Mais pour les traders les plus expérimentés, certains arriveront à déceler quelques opportunités sur les unités de temps plus courtes pour essayer quand même de prendre quelques pips au marché pour aller chercher la borne haute. Et ensuite, pour les autres, vous interviendrez tout simplement sur la borne basse, la borne haute, si changez de retournement, ou à l'inverse, borne basse pour vous repositionner en cas de nouvelle rotation complète des prix vers la borne opposée. Pour terminer, le Forex, l'USD face au yen japonais. Pareil, on se trouve sur un niveau intéressant sur cette paire. C'est l'avalement baissier qu'on a eu sur une belle zone de prix. J'ai enlevé l'Ichimoku car on ne voit rien sinon. Mais ici, on avait quand même un beau niveau de prix à travailler. Une belle zone qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises par le passé. On a quand même fait des excès, mais on a quand même buté depuis le début de l'année sur ce niveau. Beau signal de retournement baissier en données hebdomadaires avec cet avalement. Derrière, si on affine, on a eu cette sortie de canal haussier et on effectue le pullback. Donc là, j'estime qu'on se trouve à la croisée des chemins car excès haussier, on confirme l'avalement baissier. On est en train de retracer le niveau, vous voyez, D38.2 en venant pullbacker le bas de canal et le niveau de support juste ici. Et donc derrière, potentiellement une correction en ABC. Ça, c'est pour le scénario baissier. En A, pullback, B, direction C pour viser les 108,85. À peu près 109,30 en TP1, 108,85 en TP2. Pourquoi pas aller chercher un peu plus bas avec les 108,40. Et le seul élément qui pourrait potentiellement invalider ce scénario, c'est la cassure ici. Pareil, après la publication des stats cet après-midi, au contraire, on se fait une grosse bougie flux et qu'on recasse dans le sens de la tendance Matenkan et Makijun qui se sont mises à plat, eh bien, scénario invalidé et potentiellement reprise haussière à venir. Mais là, dans l'état actuel du marché, avec les signaux qu'on a eu en hebdomadaire sur la zone, si on ne repasse pas au-dessus du canal, je verrais bien une correction en ABC sur l'USD Yen pour aller chercher 109,30, 108,85 avec un stop loss
Pour les plus prudents, ce serait au-dessus de la zone. Pour les traders les plus agressifs, au-dessus de la Tenkan vers les 110,74. Le gold, belle réaction du gold encore une fois hier sur la borne basse de son range. Peut-être que certains ont mis ce niveau à profit pour tenter quelques achats à bon compte. Je vous parlais de ce range hier avec la moyenne mobile 50 qui arrive en soutien. Une occasion de se positionner justement sur la fameuse zone des 1800 et 1790, si je me mets en données hebdomadaires. Hop, ici, pour moi, on a une grosse zone de support, toujours aux alentours de 1798. On va quand même arrondir sur un seuil psychologique et 1790. Le marché est donc venu de nouveau pullbacker cette zone avec prise d'appui sur MM50, un stop loss placé juste en dessous. Bon, ça offre quand même un bon ratio pour viser d'une part la borne haute de ce range et en cas de cassure, c'est 1830 et 1850. J'ai le sentiment toujours qu'on est dans une reprise haussière sur le métal jaune. Là, on a quand même eu une cassure Tenkan Kijun, mais ce qui me dérange, c'est qu'au moment de la cassure, la bougie, déjà d'une part, manque de corps et Chikou était dans les prix. Donc, on avait encore un obstacle, ce qui fait que c'est quand même un peu délicat ce setup. Voilà pourquoi on est plutôt dans un range de consolidation et qu'il faut intervenir sur la borne basse ou sur la borne haute. Si vous avez réussi à avoir la borne basse pile poil, et bien quand même mettez votre stop à break-even car les chiffres de l'inflation peuvent aussi impacter le métal jaune cet après-midi. Et derrière, si on sort par le haut, reprise haussière, phase de consolidation, une sortie par le haut ouvrirait la voie à une accélération haussière, comme je vous le disais, pour aller chercher ce gros niveau. On a beaucoup d'éléments qui convergent. MM50, Kijun, pas de Tenkan, mais MM200, MM50 et oui, Kijun. Donc là, c'est un TP à prendre, ça risque d'être un gros morceau à passer. Deuxième niveau, ce serait les 1850. Et si on parvient à franchir ce seuil, et bien là, ça libère quand même la place à une belle jambe de hausse pour retourner sur les 1910. Mais pour l'heure, à court terme, voici les différents niveaux. Et sauf en cas de surprise, si on repasse sous les 1790, et bien là, il faudra par contre essayer de se repositionner une nouvelle fois sur l'oblique haussière aux alentours des 1750. Mais à court terme, j'ai le sentiment en tout cas que le métal jaune tente de reprendre des couleurs, un peu de hauteur et surtout d'amorcer une reprise haussière. Le Brent. Concernant le marché pétrolier, très neutre toujours. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais le sentiment que le plus gros de la hausse a été déjà effectué avec la sortie de triangle, qu'on approche de gros niveaux techniques clés, l'oblique mensuel qui passe juste au-dessus. Donc on est quasiment pile poil dessus de ce fameux biseau. Bien entendu, une accélération au-dessus de ce niveau serait considérée comme un puissant signal de force de la part des acheteurs, mais pour l'instant, ça cale. Ça cale, on hésite, donc plus prudent tant qu'on est sous des gros niveaux clés, le sentiment qu'on va partir dans un range. Ici, en plus, on n'a pas eu véritablement une cassure Tenkan Kijun, on a eu une cassure en deux temps. D'abord la Kijun, ensuite la Tenkan, donc bon, c'est pas complet comme setup, mais dans un range en fait. J'ai le sentiment qu'on va partir dans un range sur le pétrole et qu'il faudra surveiller la cassure d'une des deux bornes ou au contraire une nouvelle fois se repositionner à la vente, voilà, près de l'oblique baissière, près du haut de range pour viser la borne basse et si ça casse,
et bien là, on validerait, comme je vous le disais hier, la divergence hebdomadaire baissière, et donc fort à parier qu'on pourrait avoir une grosse accélération sur les niveaux de support. Mais pour l'instant, en neutre, balle au centre, des traders agressifs tenteront peut-être de vendre ce niveau des 75,59. Effectivement, si on a une résistance au sein du range. Si j'enlève l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre, oui, on est sur le niveau des 61,8. On pourrait encore former un range en données horaires à travailler ici. Pareil, certains travailleront ce niveau à la vente s'il y a des signaux vendeurs pour se dire tiens, nouvelle rotation sur les 38,2, si ça casse, double top par contre. Donc opportunité pour les autres de se positionner suite à la cassure du double creux pour aller chercher la borne basse en fait, pour retourner sur les 72,22. Par contre, si on casse les 62,8, eh bien, vous laissez faire le marché et vous attendez la zone des 77. Pourquoi pas 77,50 sur excès pour de nouveau travailler cette zone à la vente. Voilà un peu comment je vois les choses sur le pétrole, mais je suis quand même assez méfiant via le belle bougie flux qu'on a eu ici, l'avalement baissier, la divergence validée et l'oblique haussière. Les traders expérimentés travailleront éventuellement ce niveau. Les autres attendront soit potentiellement le double top 4 heures qu'on est en train de former si ce n'est pas un range, sinon intervenir sur le haut de range ou la borne basse aussi, hein, avec la moyenne mobile 50 qui arrive en soutien. Ça aussi, c'est un niveau à mettre à profit si on a un chandelier ou un signal technique haussier qui apparaît sur ce niveau. Le light. Bon, je ne vais pas me répéter, mais c'est exactement la même chose. Finalement, le light, pareil, hein, si on dézoome un peu, c'est toujours la zone mensuelle qui m'intéresse, c'est que j'ai énormément envie de travailler à la vente, car c'est une zone de polarité. Forcément, on est sur un niveau mensuel, forcément, je m'attends à une réaction du marché sur ce niveau. Voilà pourquoi je me montre plus prudent maintenant sur le pétrole, comme vous l'aurez compris. Mais sinon, à court terme, ça reste la même chose que sur le Brent. On est dans la même configuration. Je ne vais pas me répéter. On a un gros niveau clé au-dessus. Les traders expérimentés travailleront ce niveau, potentiellement un double top si ça fonctionne et qu'on est maintenu en échec pour se positionner et viser la borne basse pour ensuite reprendre la moyenne mobile 50. Est-ce qu'elle est? Ouais, si, la moyenne mobile 50 arrive en soutien. Mais sinon, encore une fois, travailler ce gros niveau. On arrive à faire de nouveau un excès. On pourrait très bien faire un gros range, même former un énorme double top sur ce niveau. Mais voilà les niveaux sur lesquels vous devez intervenir sur le pétrole. Personne doit se positionner sur les 72 ou sur les 75-66. C'est soit on travaille les gros niveaux, les traders expérimentés, ce niveau actuel, soit la borne basse, soit la borne haute. Et sinon, on laisse faire le marché et on change d'actif si le marché navigue entre des niveaux intermédiaires qui ne sont pas intéressants pour nous. Le Bitcoin, faut laisser faire l'actif, tout simplement. Pour les traders, il n'y a absolument rien à faire. Les traders iront potentiellement sur d'autres cryptos où on a un peu plus de volatilité. Les investisseurs moyen long terme qui font du DCA, du dollar cost average, profiteront éventuellement de cette belle baisse pour accumuler un peu de BTC et se dire tiens, si potentiellement on a un point bas, une reprise en U, j'aurais eu un bon niveau. Sinon, ils attendront les 20 000 si on casse les 30 000 pour aller chercher derrière de nouveau effectuer une méthode DCA sur les 20 000 $. Donc ça, des niveaux intéressants pour des investisseurs de moyen long terme sur le BTC, qu'on pourrait appeler les holders. Mais sinon, en trading, c'est léthargique. Ça reste léthargique, il ne se passe absolument rien. J'attends quand même
ce fameux niveau. Toujours, j'aimerais bien de nouveau un test sur Excel, la moyenne mobile 50. Ça reste un niveau à travailler en trading, bien entendu. Les niveaux des voilà, 31 800, donc ça reste un niveau qui m'intéresse. Pourquoi pas faire un excès sur les 30 000? Bon, on s'approche de ce niveau. Pour moi, en trading, c'est le niveau qu'il faut travailler. À l'achat, encore une fois. Là, le triangle, ça me paraît un peu compliqué. Bon, il n'est pas vraiment invalidé, mais on a du mal à aller chercher l'objectif. C'est vraiment le calme plat sur le BTC, surtout pour un actif qui est quand même censé être plutôt volatile, mais grosse baisse de volatilité sur l'ensemble des cryptos. Pour le moment, un marché que pas mal d'opérateurs mettent de côté, mais qui peut quand même devenir intéressant d'ici quelques jours. Oui, un biseau à travailler. Donc, effectivement, si on repart un peu à la dérive et qu'on va chercher la moyenne mobile 50 hebdomadaire, qui est juste en dessous ici, avec le seuil des 31 400, bon, bah, pourquoi pas essayer de se positionner en trading, hein, je parle, sur la borne basse de ce biseau, avec un stop loss quand même assez large, pour éviter de se prendre un peu une mèche assassine. Et puis derrière, espérer enfin que le BTC reparte de plus belle, casse ce niveau des 33 850 couplé avec la borne haute du biseau, puis accélère au-dessus de la MM50 pour aller chercher 40 800. Et là, ce serait beau. Et si derrière on break, eh bien, on aura donc un scénario de reprise haussière en forme de U sur le Bitcoin. Voici un peu le plan et ma vision actuelle sur cet actif à moyen et à long terme, en tout cas pour les traders et pour les holders. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme je vous le disais en introduction, je serai absent demain, étant donné que c'est un jour férié en bourse avec la fête nationale le 14 juillet. Néanmoins, les bourses, elles, restent ouvertes. Mais j'en profite aussi pour prendre quelques jours de congé derrière. Donc, retour du briefing des marchés la semaine prochaine, dès lundi. Sur ce, soyez prudents, maîtrisez votre risque sur les marchés et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.